pour le petit retard, j'ai eu des problèmes techniques. Il n'y a pas de souci, moi aussi j'ai eu des Ça- problèmes. J'en ai profité pour faire une petite introduction et faire voir en fait vous êtes qui, etc. Mais je vous laisse mieux en fait vous présenter. Euh, et du coup, je vais juste en fait j'ai des amis. Hop. Il y a beaucoup de monde qui veut vous connaître, Monsieur Ahmed Assid. Et que, en fait, j'ai estimé que la communauté francophone aimerait bien connaître un peu votre vision de la politique et l'islam, surtout la laïcité et l'islam dans l'Occident. Et c'est pour ça que je vous ai invité ce soir pour vous exprimer là-dessus. Merci. Bonsoir à tout le monde. Permettez-moi d'abord d'exprimer ma joie d'être parmi vous et de m'adresser également à votre public qui suivent vos débats. Je suis très, très heureux d'être parmi vous. Alors, je suis Ahmed Hassid, je suis poète et philosophe de formation. Je suis défenseur des droits humains. Je suis membre de la coalition marocaine des organismes des droits humains. Je suis membre fondateur de plusieurs organisations de la société civile marocaine, notamment Vigilance citoyenne, le Forum de citoyenneté, le mouvement d'Amir, l'Observatoire amazigh des droits et des libertés, comme j'étais président de l'Association marocaine des enseignants de philosophie au Maroc. J'ai travaillé sur plusieurs questions, mes ouvrages et mes articles. J'ai publié 13 ouvrages, 13 livres et 3256 articles depuis 1979. Je me suis intéressé notamment à la question de la transition démocratique au Maroc et aux pays de l'Afrique du Nord, Moyen-Orient. J'ai travaillé également sur la question de l'égalité des sexes et les droits de la femme. Me suis intéressé à la question religieuse et la gestion du fait religieux au Maroc et la question de l'islam politique, la question de la laïcité, la question des valeurs et des changements, du changement social au Maroc, notamment parmi les valeurs, les libertés individuelles, l'égalité et la question de la dignité. Et puis la question culturelle et linguistique, bien entendu, qui a pris beaucoup c'est-à-dire de mon temps. La diversité linguistique et culturelle au Maroc, la question de la mazirité, de la langue berbère, la langue amazigh au Maroc, la question de l'arabe, la question des langues étrangères, notamment français et anglais. Donc voilà, ce sont les questions auxquelles je me suis intéressé, mais toujours avec une vision de philosophe. Comme, bien entendu, je me suis intéressé à la pensée musulmane, la pensée religieuse musulmane, l'histoire de la pensée religieuse, etc. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le sujet de l'islam et laïcité, ou laïcité-islam, mais dans le contexte occidental. Euh, voilà, si vous Très pouvez bien, poser vos questions. très Merci. bien. Merci pour cette présentation de CV qui est très très riche. En plus, je pense qu'on n'est même pas à 10% ou à 20% de ce que vous avez fait. Et moi, en fait, vous êtes connu pour des positions courageuses, en fait, sur la liberté de conscience et la laïcité. Qu'est-ce qui, en fait, dans votre parcours, en fait, qui vous a conduit à ces convictions, qui vous a poussé à commencer Oui, Est-ce là, que tu vas-y, m'entends? Amir. Oui, Est-ce que vous là, c'est bon. m'entendez correctement? Correctement, c'est Amir.
je me présente pas ou je me présente? Si, si, Oui, si, 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 présentez-vous, si. ce sera mieux, oui, bien sûr. Ah, si, Parce si, que depuis tout à j'ai, l'heure, il voit un mec juste à côté. tu, Je coule هذا منين جا هذا. tu es tellement de la Euh, famille que j'étais oublié. ouais, C'est-à-dire, c'est bon. je C'est sais comme très une... bien, je sais très bien. Vas-y, En, en- Amir, si, Amir, pardon. en tout cas, Sharaf Lia, c'est un honneur, Oustad Ased, de t'accueillir, voilà, sur un de nos lives. Moi, je vous suis depuis très, 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 très longtemps. Euh, j'ai connu plusieurs avis sur vous, c'est-à-dire j'ai eu des avis quand j'ai été musulman, et puis euh, l'interaction avec d'autres cultures, l'interaction avec la laïcité, la démocratie, les droits de l'homme, m'ont fait changer ma vision de vous. Et d'ailleurs, grâce à vous et d'autres personnes, on trouve l'inspiration. L'inspiration, le courage de ne pas être égoïste. Parce qu'aujourd'hui, malgré, je pense, le calcul du hasard, normalement, je n'aurais pas dû être privilégié, mais je le suis. Je suis privilégié. Je vis en France. J'ai des droits, j'ai certaines libertés que normalement, j'aurais pas dû avoir, vu l'environnement d'où je viens. J'ai grandi au Maroc, j'ai grandi à Casablanca. Bon, j'ai pas été non plus dans un bidonville ou autre, mais je n'étais pas non plus dans une. J'étais dans la classe moyenne basse, très très basse. Donc, Ould Driba, Ould Chad. Quand je vous regarde, votre parcours, bah, ça donne une inspiration, de la force et cette envie de ne pas être égoïste juste de jouir de mon privilège de nouveau français. Voilà, sans regarder en arrière les gens qui peut-être ne disposent pas de tous les droits que j'ai aujourd'hui. Voilà. Donc, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous. J'ai noté quelques questions. Ça arrivera petit à petit, pchouille, pchouille. Ok, Amir, bonsoir. Très heureux de faire votre connaissance également. Et je suis intéressé par le parcours des gens qui repensent leur existence, qui repensent leur société, qui essayent également de retrouver leur liberté, que ce soit dans un contexte national de leur pays d'origine ou bien dans une autre société. Là où on se sent libre, on est bien. Parce que pour moi, la liberté, c'est l'essence même de l'être humain. Je ne peux pas penser l'homme avec H majuscule sans, sans penser à la liberté. Parce que sans liberté, l'être humain ne peut pas avancer avec confiance dans la vie, ne peut rien découvrir de nouveau. Quand on n'est pas libre, on est esclave des idées précédentes ou bien des préjugés ou bien tout simplement des idées des autres. Donc, je considère que si vous êtes libre, ça veut dire que vous êtes heureux. Et ce bonheur, c'est ce bonheur qui nous pousse à réagir et également à optimiser nos idées et à continuer nos recherches. Parce qu'un être humain n'arrête jamais la recherche. Tant qu'il est vivant, il continue sa quête de savoir et vers la vérité. Et c'est un chemin qui est très long et qui est difficile et qui nous pose beaucoup d'entraves, mais avec un peu de courage et avec un peu de confiance en soi, on peut arriver à découvrir des choses. Donc, ce que je vais vous exprimer, ce sont mes réflexions que j'ai développées à travers de longues années. Voilà. Voilà. Si je peux intervenir, parce que j'ai la chance de vous avoir, euh, vous avez dit être libre permet de se sentir heureux. Après, quand on plonge longtemps dans la philosophie, et surtout quand on essaie de ne pas se trahir en tant qu'humaniste,
Être libre n'est pour moi pas suffisant pour être heureux. Être heureux passe par la liberté des autres aussi. Euh, si peut-être quelqu'un qui vit dans un pays démocratique a ses libertés, que ce soit une femme, un homme ou n'importe, euh, je- si on s'inscrit vraiment dans une philosophie humaniste, ça ne sera pas suffisant. Il faudra œuvrer pour son pays dans lequel on réside et pour les autres pays aussi, pour se sentir vraiment heureux et cohérent avec ses convictions, je pense. En tout cas, c'est ma vision de, d'être heureux. Oui, c'est tout à fait correct, vous avez tout à fait raison. Pourquoi? Parce que quand on se sent libre, on ne peut pas imaginer que ceux qui nous entourent soient moins libres. Et c'est ce qui explique justement le combat pour la liberté. Moi, je me sens libre parce que je, je choisis moi-même mon mode de vie. Et quand on a la possibilité de choisir son mode de vie et les valeurs avec lesquelles on doit vivre, eh bien, on ne peut pas imaginer que les autres restent esclaves. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de libérer les esprits autour de nous. Et voilà, c'est ce qui explique tout le combat pour la liberté, pour l'égalité. Hein. Ou bien, si on s'en sent heureux dans notre isolement, eh bien, il n'y aura pas de combat. Hein. Il n'y aura aucun combat, justement. Donc, c'est lié. Ma liberté, c'est lié à celle des autres. Et c'est pourquoi j'essaie de repenser, c'est-à-dire les normes, repenser également les valeurs de la société, les lois de l'État, etc., justement pour que tout le monde soit heureux et soit libre également. Parfait. Je vais m'écraser ce soir pour laisser la parole à une femme. Voilà. Bah, tu sais, Amir, tellement que tu t'es, comment dire, que tellement je t'ai oublié, j'ai oublié que le fait de se présenter parce que j'étais vraiment stressé à l'idée de recevoir notre cher ami Monsieur Assed, que je me suis même pas présenté parce que Monsieur Assed ne me connaît pas. Du coup, Ah tu bah, t'es c'est trop tard. présenté. Ah Eh ben, bon. c'est trop tard. C'est Inch'Allah, t'as raté ton Oui, cours. Non, non, je non, sais, je sais. Si, si, si. tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Moi Non, aussi, il n'y là, a je pas de suis dans souci. un état, je suis dans un état de, voilà, je suis impressionnée par un tel invité, donc je te laisse te présenter, le temps de souffler et ensuite reprendre par la suite. T'inquiète. Moi, c'est très court. En fait, Merci, Amir. Amir a fait le taf à ma place. C'est-à-dire, vous enlevez Amir Aposta, vous mettez Agnoslim, c'est exactement la même chose. Parce que, en fait, On est des frères. On s'en fout d'où ça vient. c'est Voilà. ça, parce que, en fait, c'est Amir qui m'a donné, en fait, cette envie d'intégrer un peu la critique. Parce que je suivais plusieurs personnes, en fait, dans le cercle de la critique dans le monde arabe, dans le monde maghrébin ou dans le monde arabe en général. Je connaissais Monsieur Rassid depuis très longtemps. Euh, je connais Taloud, je connais Hicham Nosik, je connais plusieurs figures politiques au Maroc. Et, mais en fait, la personne vu que je vivais en France et vu que je vivais aussi en même temps au Maroc, bah, je me disais, est-ce qu'il y a des gens qui font cette critique-là? Et c'est pour ça que quand je suis tombé sur Amir Aposta, je me suis dit, bah, en fait, il y a un autre côté de critique qui se passe à l'autre bout du monde. Et vu que si je suis, bah, en fait, c'est cette personne-là, Amir, qui m'a donné cette envie et ce courage pour que je puisse commencer cette critique-là. Et me battre pour l'humanisme, me battre pour la liberté. Et quand on découvre ce côté humaniste en nous, on se dit, bah, faut que les gens ont ce même côté humaniste. Faut que ces gens-là partagent les mêmes idées que nous pour le vivre ensemble. Et c'est pour cette raison que j'ai aussi eu le trac de recevoir M. Hassid parce que en fait, je n'ai pas su me présenter comme il faut.
Ben, merci, Tu viens de le faire. merci Amir et merci Monsieur Tu Racine. viens de le faire. Tu viens de le faire. Voilà, je l'ai fait avec émotion, mais je l'ai fait. Le chaîne, hein. Voilà ce que, Pas besoin de voilà te ce que je dire vous de commencer. On n'est Ah, pas dans merci. l'idolâtrie, c'est Raced, mais on est dans le track quand même. On est impressionné. Donc, si vous entendez des silences, n'hésitez pas à, voilà, à combler les silences. Vous savez, on est voilà, des amateurs. Effectivement, bon, vous savez, moi, j'attends d'avoir la parole. Ouais, je suis très contente. Oula, je suis très contente d'être là ce soir. Faut savoir que moi, je vous ai découvert lorsque je suis devenue coraniste. Et vous avez, sans vous jeter de fleurs, vous avez été quand même, on va dire, un espèce de pont vers l'acceptation de cette position que j'avais dans l'islam, cette vision que j'avais en sortant à peine de l'islam sunnite. Et lorsque je me suis retrouvée à essayer, voilà, de m'accrocher encore à cette corde, et ben entendre qu'il y ait des gens qui ont une approche critique vis-à-vis de l'islam, ça m'a permis de relativiser et d'enlever cette pression en tant que femme, parce que je pense que vous savez que lorsqu'on est une femme, il fait pas bon d'être, dans l'islam, il ne fait pas bon d'être une femme. Et surtout lorsque ça concerne les libertés, le fait de voilà, ne serait-ce que exister en tant que femme dans une société musulmane. Et ça, merci beaucoup parce que déjà ça m'a rassurée de savoir qu'il y ait des personnalités comme vous, voilà, qui s'expriment sur des sujets. Désolé les hommes, hein, mais voilà, surtout lorsque des sujets qui concernent les femmes, ça m'a donné en fait une vision d'espoir pour l'avenir pour ces femmes. C'est pas parce que je n'habite pas au Maroc qu'il faudrait, que je dois, en tant que Marocaine, oublier ces femmes-là. Et comme vous avez dit, en parlant de la liberté, si ces gens-là ne jouissent pas de leur liberté, à quoi sert la mienne? Donc du coup, merci en tout cas pour ce que vous faites. Je trouve que c'est très courageux de ce que l'on sait, voilà, de cette idéologie et de ce qu'elle peut engendrer comme société et l'effet que ça a sur les gens et notamment des personnes, voilà, qui utilisent cette idéologie pour arriver à une certaine fin. Donc merci en tout cas. Je n'ai pas plus de choses à dire. Je vais vous redécouvrir dans ce live et j'espère apprendre encore plus sur vous. Et merci d'avoir voilà, d'être là parmi nous et de nous aider voilà, dans ce combat pour la liberté. Et, voilà. Merci beaucoup. Merci, merci, Tiana, C'est merci Raced, si à tu vous peux me également. permettre une entorse. Très Euh, heureux de vous écouter. ouais, je vais vous laisser la parole. Je voulais juste rajouter une chose, c'est que j'ai réécrit, là, en live, en improvisant, un texte peut-être humain, certainement humain, archaïque, en disant, après l'intervention de Shana, j'ai entendu أن النساء كاملات عقل وزين. Voilà. Et c'est ce qui est vrai, d'ailleurs. C'est attesté, c'est prouvé à travers tout le XXe siècle et le début du XXIe. Les femmes ont prouvé leurs compétences, leur talent dans tous les domaines. Ils ont pu changer cette maudite phrase de Nisa naqisatu aql. Ils ont prouvé le contraire. Aujourd'hui, au Maroc, 67% de ceux qui ont réussi leur bac, ce sont des filles. 67% de ceux qui réussissent le bac, ce sont des filles. Ça prouve qu'ils ne sont pas naqisatu aql, c'est le contraire. Ils sont kamilatu aql, justement. Alors, Shana a prononcé le mot courage. Et c'est très important pour moi. Pourquoi? Parce que ma formation philosophique, ce que
j'ai trouvé vraiment fantastique dans la vie des philosophes, c'est ce courage. D'abord, avoir le courage de raisonner de manière logique et humaniste, et d'un autre côté, le courage de déclarer ce qu'on découvre. Vous savez que l'histoire de la philosophie a commencé par, c'est-à-dire l'exécution du philosophe. Le premier philosophe dans l'histoire, c'était Socrate. Il a été exécuté. Il a été exécuté parce que la foule a commencé à s'indigner contre ses propos, contre ses questions qui dérangeaient leur évidence, et ils ont jugé qu'il était dangereux pour les jeunes, c'est-à-dire qu'il décalait un peu les jeunes du droit chemin. Et qu'est-ce qu'il disait, Socrate? Il demandait aux gens, à partir de leur capacité de raisonner, de repenser leur existence justement, et d'essayer de mettre leurs idées, leurs préjugés comme dans un labo d'un raisonnement logique. Et c'est ce qui dérangeait à l'époque, donc ils ont tué le premier philosophe. Le philosophe était courageux parce qu'il a même refusé de s'enfuir de la prison, alors que ses disciples l'ont supplié pour qu'il s'évade. Il a refusé. Il a dit, moi, même si ma ville, la cité, a été injuste avec moi, mais moi je respecte les lois de la cité. Et bien entendu, ça a été 2500 ans d'histoire de la philosophie après Socrate jusqu'à nos jours. Et le mot courage est un mot clé, parce que même avec Kant, avec Emmanuel Kant, 18e siècle, en Allemagne, il a expliqué les Lumières, il a essayé de définir ce que c'est que les Lumières, et il a dit, les Lumières, c'est que vous soyez courageux pour utiliser votre raison de manière correcte. Voilà. Et chez nous, surtout, on a besoin de beaucoup de courage pour raisonner logiquement et pour critiquer. Et critiquer, comme vous le savez, c'est mettre en crise. Donc, quand on critique notre société, quand on critique la pensée religieuse, c'est qu'on la met en crise pour voir plus clair. Voilà, donc je serais heureux d'entendre vos questions et d'échanger avec vous. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'en ai une qui est de côté au cas où. Voilà. Si, moi j'ai plusieurs questions. Hein. Et en fait, oui. Moi, c'était la première question que je voulais poser à Monsieur Assed. C'est que qu'est-ce qui vous a conduit à ces convictions? Qu'est-ce qui vous a motivé pour prendre ce combat? Parce que moi, j'estime que ce combat-là est beaucoup plus dur dans les pays maghrébins, par exemple, que les pays occidentaux. Et c'est pour cette raison que je trouve, alors vous avez parlé de courage avec Shana, mais je trouve quelqu'un qui fait ça, par exemple, en Occident, pas en Occident, pas au Moyen-Orient, au Maghreb, a beaucoup plus de courage et de mérite que quelqu'un qui fait dans un pays qui, par exemple, qui pratique déjà les droits de l'homme ou qui respecte déjà les droits de l'homme ou la dignité humaine en général. Du coup, qu'est-ce qui vous a conduit à faire cette critique, à faire ce militantisme-là? C'est vrai que dans le contexte occidental, où ça fait deux siècles qu'on a installé les grands principes, les grandes orientations de la démocratie, on a besoin de moins de courage. Mais chez nous, en Afrique du Nord, Moyen-Orient, on a besoin de beaucoup plus de courage, et des fois même d'avoir un esprit un peu suicidaire. Parce que des fois, quand dans une atmosphère très fâcheuse, les gens reculent. Et moi, je me mets devant pour poser les grandes questions. Je suis attaqué de partout, mais je continue quand même. Et je vous dévoile un petit secret, c'est que chaque fois que je suis attaqué,
je double mon effort 3 ou 4 fois. C'est-à-dire, au lieu d'écrire un article, j'écris 3 par semaine. Au lieu de faire 2 vidéos, 3, je fais une vidéo chaque jour. Et je peux faire jusqu'à 18 entretiens entre le lundi et le vendredi pour mener une campagne, c'est-à-dire pour faire une contre-attaque. Quand je suis attaqué, au lieu de reculer, j'attaque encore plus. Voilà ma manière de travailler. Donc, il faut avoir du courage pour c'est-à-dire affronter ces problèmes parce qu'on est dans une situation où l'intellectuel est obligé ou bien de se taire, ou bien de s'enfermer chez lui, ou bien de devenir indifférent, ou bien d'assumer sa responsabilité avec tout le danger qui reste toujours là. C'est pourquoi donc on a besoin de courage. Mais je crois, pour répondre à votre question, ce qui m'a emmené c'est-à-dire à faire tous ces combats pour la dignité humaine, c'est l'injustice. Depuis mon enfance, je remarquais qu'il y a beaucoup d'injustices autour de moi. Il y a une injustice linguistique parce que j'ai une langue que je ne peux pas utiliser, que je n'ai pas le droit d'utiliser dans un milieu urbain. Je suis né dans un petit village de la montagne, du Sousse, et mon père m'a ramené vers Kenitra où j'ai grandi dans un entourage qui était hostile à ma langue et à ma culture autochtone. Donc j'ai senti une injustice. Les institutions, la société ne respectent pas mes biens symboliques. Alors que j'ai vécu 4 ans avec une langue et une culture qui n'existent pas, ni dans l'enseignement, ni dans les médias, ni dans la rue des grandes villes. Donc il y a d'abord ça, c'est pourquoi je suis devenu militant de la cause amazigh, parce que j'ai senti cette discrimination depuis mon enfance. La deuxième chose, c'est la situation de la femme, l'injustice à l'égard des femmes. Et c'est quelque chose que j'ai vécu depuis mon enfance. Dans le monde rural, je vois les femmes qui travaillent beaucoup, beaucoup plus que les hommes. Ils font presque tout, mais ils sont lésés dans leurs droits et ils sont toujours considérés comme des êtres inférieurs à l'homme, alors qu'ils font tout. Depuis l'aube jusqu'à l'heure la plus tardive, la femme est debout presque 16 heures sur 24 heures. Elle bosse au milieu de la maison, en dehors de la maison, c'est-à-dire même sous un soleil ardent, mais finalement il n'est pas reconnu. Tout ce travail n'est pas reconnu et cette injustice a fait de moi l'un des grands alliés du mouvement féministe marocain depuis 1988. Je travaille avec les associations féministes marocaines pour l'égalité des sexes et bien entendu, ça m'a causé beaucoup d'embêtements, beaucoup de problèmes, mais le combat continue. Et puis quand j'ai remarqué cette injustice à l'égard des femmes, je me suis rendu compte que le référentiel sur lequel on se basait pour, c'est-à-dire exercer ou pratiquer cette injustice à l'égard des femmes, c'était la religion. C'était le fiqh, la pensée religieuse musulmane, et c'était également les textes religieux du Coran ou du Hadith. Et là, j'ai commencé ma recherche dans le domaine de la pensée religieuse et de le fiqh. Et j'ai commencé par le Coran, et puis le tafsir du Coran, l'explication, l'exégèse, l'interprétation du Coran, et puis le hadith, puis le fiqh, puis usul al-fiqh, et puis ce qu'on appelle ilm al-kalam, c'est-à-dire la théologie musulmane, sans oublier bien entendu c'est-à-dire le domaine le plus épineux et le plus dangereux, c'est l'histoire de l'islam. Parce qu'il y a l'islam en tant que religion et texte, c'est-à-dire Coran et Hadith, et le fiqh,
mais il y a également l'histoire de l'islam. C'est-à-dire, la différence entre les deux, c'est que l'histoire de l'islam, c'est ce que les musulmans ont réellement fait de l'islam. Comment ils ont compris l'islam, comment ils l'ont expliqué, interprété, mais comment ils ont vécu l'islam, que ce soit dans l'État, que ce soit dans la société et dans la vie de tous les jours. Donc, c'est pourquoi donc, je me suis intéressé à la question religieuse, parce que j'ai découvert que toutes sortes d'injustices, il est justifié par la religion. Chaque fois qu'on trouve une injustice, il est justifié en instrumentalisant la religion. Donc, j'ai découvert que le problème religieux est là et on ne peut pas faire semblant de ne pas le voir et de ne pas le sentir, et il faut s'attaquer à ce problème. Et on a besoin de beaucoup de courage pour s'attaquer, pour dire aux gens la vérité, parce que des fois, il y a des intellectuels qui essayent de dire beaucoup de choses, mais avec des tournures de phrases, avec des tournures de phrases qui deviennent insignifiantes finalement. Ils disent rien. Alors moi, j'ai toujours préféré aller droit au but et dire les choses comme il faut qu'ils soient dites, c'est-à-dire avec beaucoup de clarté et de distinction. Et les deux mots, clarté et distinction, ce sont les deux mots de Descartes, discours de la méthode. Donc ma formation philosophique m'a beaucoup été utile pour avoir ce courage et pour avoir l'esprit critique. Parce que ce qu'on apprend de la philosophie, ce n'est pas les idées des philosophes, parce que chaque philosophe a son point de vue et sa vision du monde. Mais l'essentiel, quand on étudie la philosophie, c'est d'avoir l'esprit critique et la méthodologie de bien organiser ses idées, c'est-à-dire de mettre ses idées dans un ordre qui lui permette de faire des déductions et des synthèses importantes pour les autres, pour le public. Et bien entendu, j'ai pas tardé à découvrir, j'avais presque 15 ou 16 ans, à découvrir que les gens autour de moi n'étaient pas heureux, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas libres. Et là, j'ai fait la liaison, à mon jeune âge, j'ai fait la liaison entre les libertés individuelles et le bonheur de l'individu. C'est-à-dire, on ne peut pas être heureux si on n'est pas libre de choisir notre mode de vie. Alors, dans les sociétés de l'Afrique du Nord, Moyen-Orient, on impose à chaque individu un mode de vie qui est déjà prêt et qui est imposé par la société et par les lois de l'État également. Alors j'ai essayé de tout décortiquer et de revoir tout cela. D'abord, je me suis attaqué aux lois avec tout le mouvement des droits humains marocains. Il faut changer les lois, notamment le code pénal marocain, qui est très archaïque parce qu'il remonte déjà à 1962. C'est une loi qu'on a faite en 1962. Aujourd'hui, le Maroc n'est plus le Maroc de 1962, mais on a gardé une loi qui n'a plus rien à voir avec notre société. Donc, il faut revoir. Et puis, je me suis rendu compte également que, c'est-à-dire pour arriver à réussir notre transition vers la démocratie, il faut absolument démocratiser cette relation entre les institutions et la société, c'est-à-dire démocratiser le système politique. Et là, c'est le noyau le plus dur, mais j'ai quand même eu le courage de dire ce qu'il fallait dire. J'ai critiqué le système monarchique, le système politique au Maroc, et peut-être j'étais le seul des fois à réagir aux discours royaux de manière critique, mais avec beaucoup de respect bien entendu, parce que critiquer un chef d'État, ce n'est pas être mal élevé et dire n'importe quoi. Il faut critiquer, mais avec du respect, c'est-à-dire du chef d'État. Donc, diplomatie peut-être. j'ai également essayé de rappeler
que pour aller vers la démocratie, pour réussir cette transition, il faut absolument avoir un système éducatif qui est à la hauteur de ces enjeux. On est classé presque, on occupe la place 154e au monde. On est très arriéré. Donc, on a un système éducatif qui ne peut pas nous aider à aller de l'avant. Et bien entendu, au sein de ce système éducatif, il y a aussi le problème religieux. Il y a le problème de la religion. Pourquoi? Parce qu'on a fait, depuis l'époque Hassan II, on a fait de la religion comme une matière fédératrice de toutes les autres matières. Donc, on a enseigné les sciences avec la religion, les maths, physique, sciences, et c'est pas possible, bien entendu. On a enseigné les littératures avec l'esprit religieux, et c'est pas possible parce que la poésie n'a rien à voir avec la religion. C'est un esprit libéré de l'être humain. Et on a enseigné l'histoire avec cet esprit religieux qui a tout dominé. Et finalement, on a réduit notre système éducatif à rien. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à nous mettre debout et aller de l'avant à cause de ce problème. Donc, vous voyez, c'est comme ça que j'ai travaillé sur tous les axes dont je vous ai parlé. C'est à cause de cette injustice que j'ai découvert partout, et même au sein de l'école marocaine. Voilà. Merci, Monsieur Assed. Amir, tu voulais intervenir aussi, Chana. Ouais. Justement, parce que Je vais laisser d'abord Chana, vas-y. Merci. C'était juste, je voulais réagir par rapport à justement la monarchie marocaine. Est-ce que vous pensez que ça bloque une évolution vers la laïcité et la démocratie? Parce que si justement cette monarchie, elle se base sur une idéologie, notamment celle que vous savez, l'islam, est-ce que c'est d'après vous, est-ce que c'est une barrière contre justement un certain extrémisme, ou alors ça contribue, elle sert justement ces extrémistes? Parce que pour moi, je ne vois pas comment on peut aller vers un entre-deux. On ne peut pas rester dans un entre-deux. C'est soit ça sert, soit... je ne vois pas comment ça bloque, mais je vais le dire quand même. Est-ce que ça bloque réellement? Est-ce que ça sert de cadre? Voilà. Et deuxième question, parce que le Maroc se définit comme un pays musulman modéré. Et quand je vois le système de pensée qui est toujours basé sur une idéologie archaïque, je vois pas à quel moment elle peut tendre vers une certaine laïcité et du coup la démocratie. Voilà, c'était mes deux questions. Je vous laisse répondre. Juste pour pas laisser filer ce moment, parce que je le trouve intéressant pour moi. Bien. Alors, par rapport à la question de la monarchie marocaine, c'est très paradoxal. Vous voyez, il y a une grande différence entre l'époque Hassan II et l'époque Mohamed VI. À l'époque Hassan II, le chef d'État instrumentalisait la religion à fond pour consolider des pouvoirs absolus du roi, ce qui a bloqué un peu, ce qui a entravé le processus de modernisation de la société et de l'État, et des lois, de l'arsenal juridique. Surtout après 1979, quand Hassan II avait décidé de contrer la gauche radicale marxiste-léniniste et la gauche également réformiste, en utilisant les deux idéologies les plus fanatiques et les plus dangereuses, qui sont le wahhabisme et les frères musulmans. Il a introduit ces deux idéologies au Maroc. Il leur a consacré un département à la fac, Shu'bat al-Dirasat al-Islamiyya, et il a également appelé les grands idéologues de ces idéologies pour qu'ils prêchent dans les radios, la télévision marocaine, à la place des religieux marocains, alors qu'on a des fuqaha.
mais il a fait appel à ces idéologues, parce que nos fuqaha n'étaient pas des idéologues, c'était des hommes, c'est-à-dire des connaisseurs de la religion, c'est-à-dire des clercs, quoi, des gens de la religion. Alors que lui, il a fait appel à des idéologues d'idéologie religieuse politisée. Pourquoi? C'était pour contrer également la révolution iranienne de Khomeini, qui avait un grand impact idéologique à l'époque. Et tout ça s'est produit sous une tutelle américaine, parce que c'était les États-Unis à l'époque qui voulaient également faire face à l'URSS, à la force de l'Union soviétique, en essayant d'utiliser c'est-à-dire les religions et l'esprit religieux pour c'est-à-dire maintenir ces pays musulmans en dehors de l'influence de l'Union soviétique ou de la Chine. Et donc, c'est comme ça que Hassan II a causé un grand problème. C'est qu'il a changé de société. La société marocaine était en évolution vers la modernité, vers la démocratie. Et bien entendu, puisque Feu Hassan II était un sultan traditionnel, donc pour ne pas laisser à la société l'occasion de lui demander de changer, eh bien c'est lui qui a retraditionnalisé la société. Vous voyez ce qui s'est passé à partir de 1979, c'était très, très, très dangereux. On a retraditionnalisé une société qui était en progrès. C'est-à-dire, il progressait vers l'idée de modernité et de démocratie. Après 25 ans, on a affaire à une autre société marocaine qui est beaucoup plus violente, beaucoup plus intolérante, qui n'a plus rien à voir avec la société qu'on avait pendant les années 60-70. Je vous donne un exemple. À l'époque, moi je suis fils d'un épicier, un petit commerçant à Kénitra, qui préparait les sandwichs pour les gens qui ne jeûnaient pas dans le quartier. C'est-à-dire, on connaissait, tout le monde se connaissait, on connaissait les gens qui jeûnaient le ramadan, qui faisaient le ramadan, et les gens qui ne jeûnaient pas dans le quartier. Et les gens qui ne jeûnaient pas, s'il n'y a rien à manger à la maison, ils venaient chez l'épicier qui leur prépare à manger, sans aucun problème. Aujourd'hui, c'est impossible de voir, c'est-à-dire un tel comportement. Ce n'est pas possible du tout parce que la société est devenue c'est-à-dire très fermée sur elle-même, très intolérante, très violente. Et ce point-là que vous êtes en train de... Parce qu'on a installé à la place du mode de religiosité traditionnel marocain, on a installé un autre mode de religiosité, c'est le mode frères musulmans et salafistes. Nous avons le même modèle. Nous avons le même modèle ici qui est en train de se reproduire ici. Je vous parlerai Super, du modèle. nickel. Je vais aborder ce sujet parce que c'est très important. C'est-à-dire le mode de religiosité chez la communauté marocaine à l'étranger, en Europe, notamment en Hollande, en Belgique et en France. Donc, ça, c'est l'époque Hassan II. Et c'est pourquoi, quand, juste après le décès du roi Hassan II, la revue telle quelle a demandé les déclarations de 50 personnalités marocaines. Et j'étais parmi les 50 personnes. Ils ont consacré un dossier pour Hassan II, pour l'époque Hassan II. Alors, j'ai découvert, en lisant le dossier quand il a été publié, que j'étais le seul à dire que Hassan II était un sultan traditionnel qui mettait des cravates et des costumes modernes, mais qui a bloqué le processus de modernisation et de démocratisation au Maroc. Après, on a eu, c'est-à-dire une autre expérience avec le roi Mohamed VI. Là, l'institution de la commanderie des croyants a travaillé autrement, tout à fait
de manière différente. C'est-à-dire, le roi est le commandeur des croyants qui monopolise les pouvoirs religieux, mais à travers ces pouvoirs religieux, il permet de moderniser les lois qui ont rapport avec les textes religieux. Et ça, c'est, pour donner un exemple, ce qui s'est passé en 2004, c'était très intéressant. On a été attaqué de partout par le mouvement, c'est-à-dire archaïque des islamistes. J'ai même été menacé, c'est-à-dire à plusieurs reprises. À l'époque, on publiait nos articles et nos entretiens, nos déclarations dans les journaux. Il n'y avait pas encore le Facebook et YouTube et tout ça. Et malgré cela, on recevait des lettres de menaces et c'est-à-dire on était menacé. Notamment après la grande marche des islamistes à Casablanca. Ils ont organisé une marche de 200 000 personnes pour déclarer le refus de la réforme de la Moudouana, c'est-à-dire du code de la famille, et pour déclarer qu'ils n'acceptent pas les droits de la femme. Nous, on a organisé une autre marche à Rabat, de 40 000 personnes, pour revendiquer une révision radicale de la Moudouana, du code de la famille marocain. Finalement, le roi a joué l'arbitrage en tant que commandant des croyants. Il a créé une commission royale avec des instructions, bien entendu, qu'il a données, de revoir et de revisiter cette Moudouana. Alors, tout ce que les islamistes ont refusé et ont rejeté a été finalement accepté dans la commission et on a réussi à changer la Moudouana, mais grâce au pouvoir religieux du roi. C'est-à-dire, c'est un pas vers la modernisation des lois et des institutions et un pas vers l'égalité des sexes, mais c'est-à-dire imposé par l'institution des commandeurs des croyants, parce que l'autre courant n'acceptait pas. C'est-à-dire la majorité de la société. À l'époque, je me rappelle que, par exemple, il y a eu des micro-trottoirs. 76% des Marocains refusaient les droits de la femme et la notion même d'égalité. Ils disaient que notre religion, notre religion, notre religion. Tout le monde instrumentalisait la religion pour justifier que la femme doit rester sous la tutelle de l'homme. Mais finalement, ça a été le contraire. C'était la volonté de l'élite moderniste et démocrate qui a triomphé avec cette Moudouana 2004. En 2024-2025, on a vécu le même processus. On a été menacé d'une guerre civile, c'est-à-dire les islamistes. Quand on parle de Moudouana, on nous dit c'est la guerre civile qui va éclater. On nous a menacé d'une marche d'1 million. On nous a insultés. On nous a menacés. Tout ça, ça a été reproduit comme en 2003-2004. Mais une autre fois, le roi Mohamed VI, avec ses pouvoirs religieux, il a décidé une réforme de la Moudouana. Et bien entendu, après les résultats de la réforme, il y a eu des communiqués d'indignation de la part du PJD, le Parti des Frères musulmans, de la part de l'Adoul Ihsan, de la part des salafistes. Tous, ils ont rejeté les réformes, mais les réformes, finalement, sont en train d'être rédigées et vont être votées au Parlement. Et bien entendu, il reste à faire des campagnes de sensibilisation pour que les gens comprennent finalement pourquoi ces réformes sont importantes pour la renaissance du Maroc, parce qu'on ne peut pas avancer avec la moitié de la société. Aujourd'hui, avec tous les grands enjeux que le Maroc a devant lui, en Afrique du Nord, comme au bassin méditerranéen, ou en rapport avec l'Europe, ou avec les États-Unis, ou avec tous les pays, ou avec la Chine, le Maroc n'a pas le choix. Il doit continuer, mais avec toute la société, et non pas avec ses hommes, mais avec les femmes aussi.
Donc, les droits de la femme sont fondamentaux pour avancer. Et voilà, donc, je vous donne un autre exemple. On avait c'est-à-dire dans notre système éducatif, un programme de l'éducation religieuse qui était très, très archaïque, même dangereux. Il y avait des contenus vraiment inacceptables. On s'est mobilisé contre ces contenus, bien entendu, pendant des années. Finalement, il y a eu un discours royal en 2016, prononcé par le roi en personne, pour dire, effectivement, dans les programmes et les manuels scolaires de l'éducation religieuse, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Donc, il a donné des instructions c'est-à-dire pour une commission royale qui va réviser en 6 mois tous ces contenus. Et il a fait ça avec ses pouvoirs religieux de commandeur des croyants. Alors que 3 ans avant, il y avait une cellule de Daesh qui voulait m'assassiner, qui a été démantelée par les services marocains. Et pourquoi m'assassiner? Parce que j'ai dit qu'il y a des contenus très dangereux dans l'éducation religieuse, dans les manuels d'éducation religieuse. Ils ont prêché dans 8 mosquées au Maroc, contre moi pendant le prêche du vendredi. Et puis, juste après ces prêches, il y a eu la cellule qui allait m'assassiner. 3 ans après, il y a eu un grand changement et par décision du roi. Donc, vous voyez, il y a une grande différence. Pendant le règne de Hassan II, l'institution de la commanderie des croyants a été utilisée pour bloquer le processus de modernisation. Et c'est pourquoi Hassan II n'acceptait jamais de réformer la Mudouana. Il a fait semblant de la réformer, mais sans rien changer. Et puis, dans la commission qui allait rédiger la Mudouana, il n'y avait que des religieux. Avec Mohamed VI, il y a eu des femmes du mouvement féministe également, aux côtés des fuqaha, et avec des sociologues, et avec des gens des sciences juridiques, pour faire une autre rédaction. Donc, à mon avis, je crois que la monarchie marocaine aujourd'hui, avec ses pouvoirs religieux, il maintient des équilibres internes. Parce que sans ces équilibres-là, eh bien, ce sera la discorde. Parce que les forces archaïques sont prêtes à tout détruire pour empêcher, c'est-à-dire ces réformes des lois qu'ils considèrent des lois religieuses, alors qu'en fait, ce n'est pas des lois religieuses. La Mudouana marocaine, c'est un texte civil qu'on doit revisiter chaque fois et qu'on doit changer jusqu'à ce que l'égalité des sexes soit reconnue. Il reste encore beaucoup à faire, mais je peux vous dire qu'on avance à petits pas. Ce n'est pas le rythme qu'on veut, mais on avance quand même. L'essentiel pour nous, c'est qu'on ne revient pas en arrière. On ne revient jamais en arrière. La preuve, on modifie toujours des textes de nature religieuse pour mettre en place des textes civils. Mais on ne fait jamais le contraire. C'est-à-dire on ne change jamais une loi civile pour mettre en place une loi religieuse. Jamais. C'est tout à fait le contraire. Et je connais des élites de Tunisie, d'Algérie, d'Égypte, de Liban et d'Irak également, qui disent que vous avez de la chance au Maroc d'avoir la monarchie qui maintient ses équilibres parce que chez nous, ça n'existe pas. Alors, est-ce que vous savez au début 2025, en Irak, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont commencé à refaire le code de la famille qui était très avancé pour reproduire les textes religieux qui existaient avant 58. Tout à fait, oui. Et c'est pourquoi il y a eu tout un débat sur le mariage des petites filles. C'est-à-dire le mariage d'une fille de 9 ans en Irak. Exact. Imaginez en 2025,
Oui. On a repris ça. Parce qu'il n'y a pas une force qui peut maintenir des équilibres, puisque les gens avec des turbans noirs sont armés, ils ont le pouvoir, donc ils imposent leurs textes religieux. Parce qu'il n'y a pas une force qui peut changer les rapports de force en Irak. Donc aujourd'hui, ils vont marier des petites filles de 9 ans en disant que voilà, c'est notre religion, c'est notre identité. Au Maroc, c'est tout à fait le contraire qu'on a fait. La nouvelle Moudouana de 2025, l'âge de mariage, c'est 18 ans. Et on n'a plus le droit de faire des exceptions. Voilà. Merci infiniment. J'avais d'autres questions, mais je ne vais pas monopoliser. Je vais laisser Amir. Merci en tout cas. Ouais. Je sais que c'est très compliqué de répondre à ces questions-là. Et merci en tout cas pour d'avoir répondu. C'est paradoxal surtout parce qu'il faut être dans le bain pour comprendre comment le jeu politique se fait, parce que c'est très compliqué. Mais je peux vous dire avec, c'est-à-dire beaucoup de confiance que, c'est-à-dire depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, on a réussi beaucoup de chantiers grâce à cet équilibre interne qu'on réussit toujours à maintenir. Bien entendu, si vous lisez les textes du mouvement islamiste, vous allez comprendre ce qu'on a réalisé comme acquis. Parce que ce qu'ils revendiquent, ça n'a rien à voir avec une société moderne ou avec même un État d'institution. C'est tout à fait le Moyen-Âge. Et donc, on arrive quand même à réaliser des acquis, pas avec le rythme voulu, mais on avance et on ne revient pas en arrière. Je vais réagir directement avant que j'oublie. Effectivement, moi, quand j'ai regardé un peu les mesures proposées par ce type de parti politique marocain, oui, on revient 1400 ans en arrière, voire même plus, des fois. Et quand je vois, par exemple, votre débat face à l'Hlou, tu peux Agnossim, m'aider? Oui, Talal L'Hlou, c'était déjà suffisant en termes d'arguments fallacieux et de rhétorique et de preuves inventées pour étayer, pour soutenir des idées et des mesures qui ne vont pas dans le sens de ce dont on parle aujourd'hui, les droits de l'homme et un progressisme vers la dignité humaine. Ma question initiale, vous y avez répondu. Merci, Chana. Donc, le taf est fait. Mais malgré tout, initialement, j'allais vous poser cette question-là, mais vous avez globalement répondu. C'était quelle est la trajectoire actuelle dans un pays comme le Maroc concernant le progressisme versus conservatisme? Vous avez répondu. Maintenant, malgré tout, nous, de l'extérieur, même si on garde un pied au Maroc aussi, de l'extérieur, on entend des sons de cloches dissonants. Typiquement, l'actualité, la dernière actualité de Btissam Lashgar, où, voilà, moi, me pose question. Voilà, me pose question sur est-ce que cette espérance et ce militantisme, et c'est pas en avant que vous avez réalisé depuis 1999, est-ce que malgré tout, il y a quelque chose, un angle mort qui continue en termes d'injustice dont vous avez parlé au début dans votre témoignage, d'ailleurs la raison pour laquelle vous militez, vous ne pensez pas que... Je pense que vous avez raison, vous avez dit que ça avance petit à petit, pas après l'autre, mais ce type d'événement, moi, me ramène vraiment des années en arrière et envoie des signaux aux Marocains militants qui sont négatifs et envoie une image mais totalement négative de ce qu'est le Maroc.
Le Maroc a envie de s'ouvrir, qui a envie de conclure des contrats. D'ailleurs, il y arrive très, très bien. Mais en termes de droits de l'homme, bah, le cas Ibtissam Lachgar, c'est une catastrophe pour moi, personnellement. Qu'est-ce que vous avez Alors à dire? si vous mettez cet événement dans son contexte, vous allez comprendre qu'il ne s'agit pas, en fait, de la question religieuse ou bien d'une fille qui a exprimé son point de vue librement. Il s'agit d'autre chose, en fait. Les autorités au Maroc, quand ils arrêtent une fille qui déclare des choses qui offensent l'esprit religieux des Marocains et qui provoquent, comme on dit, al-stifzaz, hein, c'est pas parce que l'État est contre la liberté d'expression, mais tout simplement parce que telles positions sont utilisées par le, le mouvement islamiste pour faire du bruit. Je vous donne un exemple. Btissam El-Shgar, il avait publié son t-shirt 3-4 mois avant. Il n'y a pas eu de problème. Mais quand Mustafa Ramid, qui est membre du PJD et qui était ministre de la Justice et les frères musulmans, quelqu'un qui est très fanatique, il a commencé une campagne contre Btissam El-Shgar. C'était pour mobiliser la société parce que le parti se prépare pour les élections prochaines. Donc, ils avaient un enjeu. Ils voulaient se présenter comme étant un défenseur de la religion. Voilà, il y a le danger, il y a une fille qui menace la religion, et voilà, nous sommes des protecteurs, nous sommes des défenseurs de l'islam. Et c'était pour préparer leurs élections, parce que c'est comme ça qu'ils ont travaillé en 2011 et en 2016. Toujours, ils se présentent comme étant des gens qui protègent la religion. Alors que les autorités, ils n'ont pas à se mêler en fait de cette question, parce que pour moi, ce n'est pas l'affaire de l'État de punir une fille qui a exprimé son point de vue par rapport à la religion. Hein. Les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent, qu'ils soient non religieux, qu'ils soient athées, qu'ils soient croyants dans cette doctrine ou celle-là, qu'ils soient chiites ou sunnites, qu'ils soient bahaïs ou chrétiens. Ce n'est pas l'affaire des autorités. Et je l'ai toujours dit et répété. C'est pourquoi je me suis indigné contre le procès qu'on a fait de Tissam El-Shgar et je l'ai défendu. J'ai mobilisé également des associations des droits humains et des associations du mouvement féministe qui ont publié des communiqués pour soutenir Tissam El-Shgar. Et j'ai été près des avocats également qui l'ont défendu. Donc l'enjeu, c'est ça. Ce n'est pas que l'État du Maroc n'accepte pas que Ibtissam El-Shgar s'exprime. Non, mais il a un autre enjeu. C'est-à-dire, pour couper la route aux islamistes, il intervient et l'emprisonne la fille. C'est injuste, bien entendu, mais pour les autorités, c'est justifié parce qu'ils ne veulent pas donner au PJD, au Parti des Frères musulmans, c'est-à-dire l'occasion de se présenter comme étant un parti qui défend l'islam au Maroc. Je crois que cette injustice, on pourra mettre fin à ce genre d'injustice en revisitant un peu, réformant le code pénal. Bien Exact. entendu, juste après l'apparition du Code de la famille, qui est en rédaction maintenant, il va y avoir un grand débat public sur le Code pénal marocain. Et on va défendre les libertés individuelles, notamment, c'est-à-dire l'article 222, tous les autres articles qui touchent à la dignité d'un citoyen, qui touchent aux libertés individuelles, on va les mettre en crise, on va les décortiquer et on va tout faire pour les changer parce que tant qu'on a ce code pénal, on ne peut pas avancer. On a une constitution qui est avancée, celle de 2011,
qui est très avancé par rapport à la Constitution 1996, mais on a un code pénal qui est très archaïque. Donc, c'est incompatible, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire, c'est comme si l'État a deux visages. Un visage pour l'extérieur, et c'est la Constitution, et un visage pour l'intérieur, c'est le code pénal. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas avancer avec un État à double visage. Donc, c'est vrai, c'est une grande injustice, le procès de Tissam el-Chougar, mais j'ai essayé de vous expliquer la raison d'État, c'est-à-dire le raisonnement de nos autorités. Et c'est faux, malheureusement, il ne faut pas, parce qu'il y a les islamistes qui instrumentalisent des choses comme ça, qu'on va priver une fille de sa liberté. Ce n'est pas acceptable. Et je rappelle qu'il y a 2 autres filles qui ont eu la même chose, c'est-à-dire le même procès, mais qui ont été aussi jugées avec 2 ans de prison avant Btissam. Tout à fait. Notamment la fille qui avait inventé Surat le whisky. Exact. Surat le whisky, il a inventé un verset du Coran. Bien sûr, le whisky, en parlant du... qu'il avait publié. Il a été arrêté également. Et j'avais publié à l'époque un article, j'ai fait des vidéos pour expliquer que, c'est-à-dire se moquer de la religion, c'est parce que on instrumentalise la religion dans le domaine politique. J'ai dit, voilà, si vous voulez que les gens ne se moquent plus de la religion et des symboles religieux, alors arrêtez cette instrumentalisation politique de la religion parce qu'on en fait une idéologie. Une religion ne peut être qu'un choix personnel libre. Ce n'est pas des lois. Ce n'est pas un ordre public. Il faut arrêter d'instrumentaliser la religion comme un ordre public qu'on impose à tout le monde. Parce que là, on a tous le droit de critiquer cette religion. Donc, les gens qui ont de bonne foi, qui sont de bonne foi musulmans, ils doivent être respectés dans leur choix, bien entendu. Moi, je respecte toutes les religions, je respecte tous les croyants de toutes les religions au Maroc et dans le monde entier, mais je n'accepte jamais que quelqu'un, à partir de sa religion, essaye de m'imposer des choix concernant ma vie. Ça, je ne peux pas l'accepter. Et là, je peux même critiquer les textes, je peux même aller loin et dire que la religion, ça devient du fascisme quand on essaye de l'imposer. Et c'est contradictoire, bien entendu, avec même des versets de Coran, puisque le Coran dit puisque le Coran dit puisque le Coran dit donc il y a déjà ce choix. Pourquoi alors aujourd'hui on vient faire de la religion un ordre social? Pendant le Ramadan, il y a une atmosphère qui règne, qui n'a rien à voir avec la foi ni avec la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion, le Ramadan, l'atmosphère dans laquelle ça se passe. Beaucoup de violence, beaucoup d'intolérance, beaucoup d'injustice. Et puis on impose à tout le monde le même ordre alors que les gens sont différents. Et donc, je crois que à travers ce débat sur le code pénal, on pourra arriver à, c'est-à-dire créer une atmosphère qui est beaucoup plus tolérante pour ne plus voir ce genre de procès au Maroc parce que c'est incompatible avec les engagements de l'État et avec la Constitution qui protège les libertés individuelles et la liberté d'expression. Avant de rendre la parole à Agnoslim, heureusement que je suis patient. C'est Raced, parce que des fois, j'ai l'impression qu'au début de votre discours, vous allez nous faire une langue de bois. Finalement, vous répondez à la fin. Donc, moi, ça me va. Effectivement, je suis d'accord avec toi, avec vous, sur le fait que il y a eu des manigances politiques qui ont donné lieu finalement à cette injustice-là, mais malheureusement, comme vous l'avez dit aussi,
la justice et les droits, la justice marocaine a donné raison à ces gens-là, finalement, avec ce verdict. Effectivement, moi aussi, je vous rejoins sur Zahzaat Aqidat Muslim. Bah, c'est le prochain chantier. Ça serait une bonne chose de travailler dessus. Zahzaat Aqidat Muslim, pour les non-arabophones, je répète, c'est l'offense à la religiosité du croyant ou voilà, porter atteinte à la religiosité du croyant qui enfreint finalement la liberté d'expression et la liberté de conscience. Vous vous êtes bien. Si vous permettez, l'État du Maroc ne pratique plus ce texte, c'est-à-dire il n'utilise plus ce texte de Zahzaat Aqidat Muslim depuis mars 2014, depuis que l'État du Maroc a signé sans aucune réserve une résolution des Nations Unies qui appelle à la protection de la liberté de conscience au Maroc. Donc le Maroc a signé en mars 2014. Donc il est engagé à protéger la liberté de conscience. C'est pourquoi on n'arrête plus les chrétiens, ni les Baha'i, ni les autres gens qui ont choisi d'autres confessions. On ne les produit plus en justice, on les introduit plus en justice, et grâce à cette avancée de 2014. Mais il reste encore d'autres articles. Par exemple, l'article 222, c'est un article qui n'a rien à voir avec la religion. C'est celui du Ramadan, celui où on punit quelqu'un qui mange pendant la journée avec 6 mois de prison, etc. Ce n'est pas religieux. C'est une loi qui a été imposée par le maréchal Lyautey, le premier résident général français au Maroc depuis 1912. Et c'était une loi qui était adressée à, c'est-à-dire punir les Français qui provoquent les Marocains dans la rue. C'est-à-dire, les colons arrivent et pendant le ramadan, ils commencent à manger dans les terrasses de restos et dans la rue, et ce qui provoquait les Marocains, les Marocains les agressaient. Alors, pour calmer le jeu, pour pacifier, parce que la grande responsabilité du résident général, c'était la pacification. D'ailleurs, la France a signé le pacte du protectorat avec le Maroc pour pacifier les tribus révoltées et pour pacifier la société. Donc, pour pacifier, il faut calmer le jeu, et donc le résident général, le maréchal Lyautey, avait mis en place une politique de l'islam, une politique de l'islam imposée par la France. Alors, parmi les articles de cette politique, il y avait l'interdiction de manger pendant la journée, le ramadan, dans la rue, dans l'espace public, l'interdiction de consommer les boissons alcooliques sur les terrasses des bars et des cafés qui sont dévoilés. Donc, il faut se cacher. Et l'État, jusqu'à nos jours, il garde la même loi. Lyautey lui-même, il a c'est-à-dire restaurer des mosquées anciennes, il a restauré des mausolées, l'Adriha ou Salihin, Awliya, etc. Donc il avait toute une politique musulmane, religieuse, et c'était pour calmer la société. Et c'est pourquoi les religieux, les fuqaha, ils considéraient que c'était al-muqim al-am, le mu'min. Ils considéraient comme s'il était un musulman. Et quand il est tombé malade, en 1924, ils ont lu Al-Latif, ils sont allés au mausolée de Moulay Idriss à Fès, Latif, ils ont lu Latif pour que Lyautey guérisse de sa maladie. Vous voyez, donc les gens aujourd'hui, quand ils entendent l'article 222, ils croient que c'est un article religieux, qu'il a rapport avec la religion. Dans la religion musulmane, il n'y a aucune punition pour quelqu'un qui ne jeûne pas. Ça ne concerne que l'individu en rapport avec son Dieu. C'est-à-dire vertical, ce n'est pas horizontal. Nous, on a transformé cette relation en une relation
horizontale, c'est-à-dire qui concerne tout le monde dans la société, alors qu'en fait, c'est une relation verticale entre l'individu et Dieu. Et personne d'autre ne doit mettre son nez dans cette... ni l'État, ni l'armée, ni la police, ni personne. Donc, on est en train de utiliser, de pratiquer une loi du maréchal Lyautey de 1912. Et ce n'est pas l'islam. La même chose concernant le B'tissam al-Shgar. Au début de l'islam, il y avait des gens qui se moquaient de la religion musulmane. Il y avait même quelqu'un qui a écrit 114 ouvrages en se moquant du Coran et de la religion musulmane. Il n'a jamais été arrêté, ni tué, ni massacré. Et c'était Ibn Rawandi al-Mulhid. Ibn Rawandi, qui était un grand philosophe de son époque, qui se moquait de l'islam, qui a écrit des textes où il a décortiqué les versets du Coran avec un discours un peu satirique. Hein. Et comment est-ce qu'on a connu, malheureusement, les musulmans n'ont pas gardé ces ouvrages, ils les ont brûlés. Aujourd'hui, on n'a aucun ouvrage de ces 114 ouvrages de Ibn Rawandi, mais heureusement, il y a eu des fuqaha qui ont réagi à ces textes. Ils disent wa yaqul la'anahullah, ils te mettent le texte d'Ibn Rawandi et puis ils réagissent ils répondent. Et grâce à ces gens-là, comme Al-Khayyat al-Mu'tazili et comme d'autres, on a pu connaître cet homme qui est unique. Hein. Donc, il a basé toute sa pensée sur la critique de l'islam et on ne l'a pas tué. Et aujourd'hui, on arrête une fille qui a mis un t-shirt. Ça, c'est vraiment c'est de l'archaïsme, mais il faut aussi changer cette raison d'État. Hein. C'est pas à chaque fois que quelqu'un s'exprime qu'on doit l'arrêter pour ne pas donner l'occasion aux islamistes pour qu'ils se mobilisent. Ça peut pas tenir. Et même pendant le Ramadan, les autorités présentent le même argument en disant que voilà, on arrête les gens qui mangent pour qu'ils ne soient pas agressés par les autres. Ben, ce n'est pas un argument valable parce que il faut apprendre aux gens, aux agresseurs, il faut les éduquer, il faut refaire leur éducation, il faut leur apprendre qu'ils doivent respecter la différence. C'est ça la mission de l'État, et non pas de punir les gens, de les emprisonner pour les protéger des agresseurs. Pourquoi les autres ils sont violents? Pourquoi le reste de la société est violente? C'est là la grande question. Ce n'est pas la question pourquoi celui-là il mange, il ne jeûne pas. La vraie question, c'est pourquoi cette majorité n'accepte pas de voir quelqu'un qui est différent. Eh bien, tout simplement parce que dans notre système éducatif et dans le mode d'éducation qu'on adopte dans la famille aussi, il n'y a pas le respect de l'autre. Et ça, c'est l'essence même de la laïcité. La laïcité, c'est le respect de l'autre. Et c'est le respect des choix personnels et libres des autres. C'est le fait de considérer que une religion n'est pas quelque chose qu'on impose aux autres. C'est quelque chose qu'on peut expliquer, c'est quelque chose qu'on peut, c'est-à-dire discuter, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on impose aux autres parce qu'on n'impose pas quelque chose qui a rapport avec les choses internes, hein, qui nous concernent nous, qui me concernent moi, par exemple. Entre moi et moi, hein, il n'y a personne qui peut s'introduire, ni la police, ni les religieux, ni l'armée, ni les politiques. Et donc, il faut essayer de faire connaître ces valeurs-là et de les mettre dans les manuels scolaires, dans les programmes de l'éducation, hein, parce que sans ce respect de l'autre, la société ne peut pas sortir de la violence et de l'intolérance. Voilà. Une dernière réaction de ma part et je vous laisse la parole, les amis. J'espère vraiment que grâce à cette soirée-là, pour les Marocains et les Français d'origine marocaine, nord-africaine et africaine en général, j'espère que vous entendez aussi un autre son de cloche sur votre héritage.
qui n'est pas que islamique, il est aussi philosophe, athée, progressiste pour son époque. Là, par exemple, vous avez cité Rawandé, mais il n'y a pas que lui, il y en a plein. Il y en a plein. Si on commence à citer les poètes et écrivains amazigh ou d'autres, vous allez découvrir un peu plus votre héritage au lieu de gober un discours et une propagande qui limite votre héritage à l'islam sunnite. Ça, c'était juste une parenthèse. Et c'est bien de rappeler l'origine de cette loi-là. Effectivement, si on regarde même l'islam sunnite, ça n'existe pas, cette interdiction de non-jeunes dans l'espace public. Voilà. Mais après l'indépendance, on aurait pu imaginer justement l'abrogation de ces lois-là, vu qu'elles n'avaient plus lieu d'être. Mais ça, je pense, ça arrangeait bien la stratégie de cette époque-là, en ramenant, comme vous l'avez dit, des théologues, et ça arrangeait bien ceux qui avaient des objectifs d'imposition de cet islam politique, de cet islam sunnite qui a envie d'être hégémonique, qui a envie de prendre le pouvoir. Ça l'arrangeait bien, même si ce n'est pas un texte qui est conforme à la jurisprudence ou autre. C'est pour ça que d'ailleurs, moi j'aime bien votre approche qui marche bien en interne pour remettre en question ces textes-là. J'avoue, voilà, je serais mal placé de vous dire quoi faire, moi, aujourd'hui, de l'extérieur, sur ces aspects-là. Mais Vous ne savez, limitons vous pas. avez soulevé ce point du début de l'indépendance. En fait, on a hérité deux choses juste après l'indépendance. D'abord, le système du makhzen traditionnel qui existait avant 1912 et les institutions d'un État moderne installé par c'est-à-dire le protectorat français. Et c'est comme ça qu'on a eu affaire à un État à double visage. C'est-à-dire, quand on a installé les institutions d'un État moderne, on n'a pas gommé, c'est-à-dire le makhzen traditionnel. Il est resté là. Et c'est resté une entité qui habite les institutions modernes. Et c'est pourquoi, c'est ce qui explique justement qu'on a des lois qui sont avancées avec des comportements qui sont restés archaïques. Et on a des lois, mais on a aussi des instructions. Et des instructions orales qui sont contradictoires avec les lois écrites. Et ce problème, il s'est produit au début de l'indépendance. Parce que normalement, on est devenu un État moderne après 45 ans de protectorat. Donc, on devait laisser les institutions, ce qu'on appelle le bon fonctionnement des institutions. Qu'est-ce qui entrave le bon fonctionnement des institutions? Eh bien, c'est l'esprit du makhzen traditionnel qui est toujours là. Et c'est pourquoi on a gardé ces lois et on continue à les instrumentaliser, à les utiliser aujourd'hui, alors qu'en fait, ce sont des lois qui sont liées à un contexte historique qu'on ne peut plus reproduire. Tout à fait. Tout à fait. Deux derniers points vraiment sur ma prise de parole pour ne pas monopoliser. Désolé, Agnoslim. Vous avez bien. Et bonsoir, Jack Lefou, Cassius Lady et Isaac. Bonsoir, Cassius. Jack, Isaac. Vous avez bien fait de rappeler le cas de l'Irak. C'est un bon exemple, nous, qu'on utilise régulièrement dans nos débats avec les croyants pour leur rappeler, parce que beaucoup disent ok, d'accord, le prophète s'est marié avec Aïcha à 6 ans, il a consommé à 9 ans, mais bon, ça n'existe plus. Et puis après, on leur montre que si, dans la réalité, même en 2025, ça existe. Merci de l'avoir rappelé. Et dernier point, est-ce que je l'ai perdu? Oui, merci de vous être repris sur ce point-là, parce qu'à un moment donné, je pense que la langue a fourché, je respecte toutes les religions, non, je pense que vous pensez comme moi, en tout cas,
c'est qu'on ne respecte pas les religions, mais les religieux, les gens. Les religions sont des idées et on peut ne pas les respecter et ça fait partie de la liberté d'expression. Merci de vous avoir repris sur ce point-là et je laisse la parole. Voilà. Merci, merci Amir. En fait, c'était un plaisir pour moi parce que j'avais préparé beaucoup de questions, mais au fil de l'échange et de la discussion, Monsieur Assed a répondu sur pratiquement toutes les questions que j'avais préparées. Mais c'est parce que vous avez une certaine aisance en fait pour répondre à une question et en même temps s'élargir en fait dans le sujet et en même temps argumenter sur plusieurs points. Bon, en fait, moi, j'allais arriver à beaucoup de points comme ce qu'il a dit Amir sur Betty, sur Petit Sam Leshgar, etc. pour expliquer et sur même la loi 222. Et merci pour ton explication qui était très, très, très claire parce que on a tendance à remettre, par exemple, cette loi-là et dire que c'est une loi qui est religieuse, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et c'est pour ça que quand on voit même dans les textes, en fait, il n'y a pas de punition pour celui qui ne jeûne pas. Il y a une punition divine, mais pas humaine. Et merci beaucoup. Et je vais demander à ceux qui, en fait, soit Cassis, soit Isaac, je ne sais pas qui est monté en premier. Je ne suis pas montée en première, mais j'ai juste une question. Parce qu'après, il faut que je décolle. J'ai juste une question. Isaac, je suis désolée. Avec plaisir. Monsieur Assi, déjà, je suis très contente d'être là et de vous voir. Je vous ai connu lors d'un débat que vous avez eu sur une chaîne marocaine face à un prédicateur diplômé en name dropping, apparemment, parce que c'était sa spécialité lors de ce débat. Et je vous avoue que j'ai été très, très frustrée, en fait, de regarder cet échange parce que j'ai vu énormément de perches lancées par des arguments d'autorité religieuse balancés par ce prédicateur. Et au final, je ne vous ai pas vu reprendre ces arguments pour les montrer soit le ridicule, soit l'absurde de cet argument en termes d'autorité, tout simplement. Et je vous ai vu donner vos arguments comme vraiment un débat où vous échangiez des idées, mais sans réelle contradiction. Et je me suis posé la question, je me suis dit, il doit y avoir une raison à ça. Est-ce que ça vient du contexte politique? Est-ce que ça vient peut-être du plateau TV, peut-être du fait que l'exercice, peut-être que ce n'est pas un exercice avec lequel vous êtes à l'aise dans cette contradiction-là, je parle. Parce que en termes des arguments que vous avez donnés, je vais pas m'attarder dessus. Le débat était intéressant, mais il y avait cette frustration et je me suis posé la question. Je me suis dit, on l'a même réac en live avec Amir et je me suis dit, c'est dommage. J'aimerais tellement lui poser cette question et c'est pour ça que je suis montée parce que comme vous êtes là, je vous pose la question. Est-ce que c'est une volonté que vous aviez ou est-ce que il y a potentiellement peut-être que ce soit un risque social ou de cancel culture qui vous freine dans le fait de, j'utilise les termes crus, démonter ces arguments d'autorité religieuse qui finalement n'ont pas grand intérêt dans une démocratie au final, en tout cas dans la politique que je pense vous essayez de viser. Merci de poser cette question parce que d'abord, c'est la 4e fois que je rencontre l'individu dont vous parlez, ce n'est pas la première fois. On a été plusieurs fois sur Lux Radio avec l'émission Avec ou sans parure. On a été également à l'EGE, un débat sur la laïcité islamique, etc. Donc, ce n'est pas la première fois. Mais la manière dont je me comporte avec cet homme, c'est que je considère que ces arguments ne sont pas valables et n'ont pas besoin d'être contredits. C'est-à-dire quand quelqu'un a un esprit taliban qui propose des choses qui n'ont rien à voir avec avec la réalité et qu'on ne peut plus revenir là-dessus, alors je le laisse parler, mais je dis
ce qu'il faut dire, tout simplement, parce que d'abord, la manière dont il a commencé le débat était fausse. Pourquoi? Parce que le sujet de l'émission, c'était l'article 19 de la Constitution. Alors, chaque fois que le modérateur pose la question sur l'article de la Constitution marocaine, notre ami parle de l'Occident et des études qui ont été faites sur l'Occident. Moi, j'essaie de le ramener vers le Maroc et de parler du Maroc et des avancées qu'on a réalisées et qui sont contradictoires avec ce qu'il dit, parce qu'il était en dehors de la réalité, il était en dehors de l'arsenal juridique de l'État, il était en dehors des engagements de l'État, en dehors de l'époque. Alors, c'est pourquoi je n'ai pas fait un grand effort pour réagir à des arguments qui tiennent pas. Et d'ailleurs, il y a des Marocains qui ont fait des petites recherches avec l'aide de l'intelligence artificielle et qui ont découvert que beaucoup de choses, beaucoup d'études dont il parle, ça n'existe pas. Et Exactement. De choses qu'il a dit n'existent pas. C'est des choses qui sont inventées parce que, vous savez, le courant islamiste, il utilise beaucoup, c'est-à-dire la désinformation et la diffamation surtout. Ils sont forts dans ce sens parce qu'ils manquent d'arguments justement. Et donc, vous savez, il y a des gens avec qui on discute et on n'a même pas besoin de réagir des fois. Parce que quand ils disent des choses, par exemple, quand quelqu'un vous dit que la femme qui travaille n'est pas heureuse, et donc l'alternative c'est qu'elle revient, qu'elle soit une femme au foyer sous la tutelle d'un homme, c'est quelque chose dont on n'a même pas besoin à laquelle on n'a même pas besoin de réagir. Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les avancées que la femme marocaine a réalisées, notamment dans le chantier du travail, dans les compétences dans tous les domaines, on n'a plus besoin de réagir à de tels propos. Voilà, donc, et puis moi j'étais sur un plateau d'une télévision de l'État où j'ai essayé d'expliquer un peu ce qu'on a réalisé comme avancée, surtout. C'est-à-dire, puisqu'il s'agit d'un article 19 qui n'est pas encore, malheureusement. Si je comprends bien, Monsieur Hassid, si je comprends bien, c'est que vous n'étiez pas dans cet esprit-là de débat, mais vous étiez dans un esprit d'échange avec la personne, mais quand il y a eu le début de l'émission, cette personne-là est venue pour débattre avec vous et surtout pour vous contredire. Oui, mais me contredire, moi je parlais de la Constitution, c'est-à-dire je parlais des choix qui ont été adoptés par l'État du Maroc. Si quelqu'un n'est pas d'accord, donc il doit argumenter. Quand il argumente, il commet des erreurs parce qu'il n'a pas d'alternative. C'est-à-dire, quand on parle famille, par exemple, il avance des chiffres concernant la famille occidentale qui est en crise. Mais nous, on est là pour parler de la famille marocaine. Quels sont les chiffres concernant la famille marocaine? Il ne peut pas débattre là-dessus parce qu'il sait très bien la réalité et que la réalité amère de la famille marocaine, c'est à cause justement de l'instrumentalisation de la religion. La violence à l'égard la violence conjugale, par exemple, au Maroc, ça s'élève à 61%. Et c'est horrible. Et c'est justifié par la religion. Je ne sais pas si vous avez entendu ou pas Ben Kiran dire on n'a pas le droit de changer la loi de la violence au sein de la famille parce qu'on n'a pas le droit de nous introduire dans les chambres des gens. Pour justifier la violence conjugale à l'égard de la femme. Alors, ça c'est le vrai débat. Mais notre ami ne peut pas ouvrir ce débat. Il préfère parler de la famille en Occident, alors que nous, on n'est pas une famille occidentale. On a juste une famille marocaine qui a des problèmes et on essaie de trouver des solutions pour diminuer la violence et pour mettre fin au mariage des mineurs, etc. etc. Et lui, d'ailleurs, il a appelé dans un autre entretien au mariage de. Vas-y, Cassis, il y a un petit décalage. Une fille de 9 ans, il considère que c'est la religion. Donc,
Vous voyez l'esprit comment il est. Si je puis juste me permettre sur la réponse que vous avez donnée, quand vous affirmez que les arguments qu'ils donnent n'ont pas à être démontés, dans un sens, je suis d'accord avec vous parce qu'ils n'ont aucune valeur à nos yeux. Mais nous, on est athées. Enfin, on est athées. En tout cas, on ne suit pas le dogme islamique. Donc, c'est obvious, c'est naturel. Mais au final… Non, même pour les croyants. Mais justement, ce n'est plus convaincant même pour les croyants. Pourquoi? Parce que ce sont des gens croyants qui envoient leurs filles à l'école au Maroc et qui veulent que leurs filles aient leur doctorat et qui veulent que leurs filles travaillent. Donc, même pour les familles mais face à l'argument qui sont croyantes, ce n'est pas des arguments valables. Ça, je l'entends d'un point de vue rationnel. Mais quand on parle de religion et qu'on balance comme argument et qu'on fait appel à l'autorité religieuse, bah des fois ça peut suffire à des gens à changer d'avis, ne serait-ce que pour se rallier en fait au dogme. Nous on le voit systématiquement. Moi j'ai plus de 1000 échanges sur ma chaîne, il y en a bien les 3/4 où c'est le même schéma. Ils viennent, ils refusent. Quand ils apprennent que ça appartient au dogme islamique et qu'au final s'ils se mettent à le refuser, potentiellement ça peut les éloigner de la religion, ils acceptent. Alors peut-être par… mais dans leur vie, dans leur choix de tous les jours, ils font le contraire. Par exemple, quand quelqu'un vient dire que la femme est plus heureuse au foyer et qu'il est moins heureuse quand elle travaille, alors que sa femme à lui, elle travaille, elle touche des salaires, là c'est un problème. Est-ce que vous savez que Ben Kiran s'est adressé dans un congrès de femmes du PJD, il s'est adressé aux femmes de son parti en leur disant la femme doit être tria d'Eldar. La place de la femme, c'est à la maison. Alors qu'il s'adresse à des femmes qui touchent 35 000 dirhams et qui sont des parlementaires, les femmes du PJD. Je lui ai dit, alors essaie de convaincre les femmes de revenir à la maison avant de nous parler à nous, de vous adresser aux Marocains. Donc, c'est paradoxe, c'est contradictoire. C'est-à-dire, ils adoptent des idées, mais ils font tout à fait le contraire dans leur vie quotidienne. Et c'est pourquoi on ne peut pas leur faire confiance. Nous, par exemple, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Alors qu'eux, c'est tout à fait le contraire. Ils avancent des choses, mais dans leur vie, ils font autre chose. Je vous suis totalement sur votre raisonnement et vos arguments. Justement, j'en viens à la dernière question, promis. Quand justement j'ai apporté cet argument-là, cette contradiction, c'était pour vous poser cette question. Aujourd'hui au Maroc, est-ce qu'il y a des gens comme vous qui peuvent apporter de la contradiction pour démonter les arguments religieux? Parce que je finis juste pourquoi je vous pose cette question, parce que qui va leur offrir? C'est-à-dire que sur les services publics, enfin de l'État ou peu importe, qui peut leur offrir cette contradiction? Parce que ces arguments, s'ils ne sont pas démontés publiquement, eh bien, ils restent dans le coin du cerveau de certaines personnes qui l'ont acquis et qui l'ont accepté comme un argument valable, parce qu'il n'y a pas de contradiction à porter sur cet argument. Donc, cette question-là, c'est est-ce qu'il y a des gens comme vous qui apportent au Maroc aujourd'hui cette contradiction et qui démontent ces arguments d'autorité religieuse publiquement? Oui, alors quand on parle d'autorité religieuse, au Maroc, l'autorité religieuse, officiellement, c'est une autorité royale. Personne n'a le droit de faire la fatwa individuelle au Maroc. Personne. La fatwa, c'est institutionnel, c'est-à-dire il y a un conseil supérieur des ulama, présidé par le roi, qui fait la fatwa à la demande du roi, et avec des instructions royales en plus. Donc, l'autorité religieuse au Maroc, c'est royal. Et c'est un grand acquis parce qu'on ne permet pas aux gens extrémistes de faire la fatwa au Maroc. Mais ce n'est pas de cette autorité. Leur point de vue, mais leurs points de vue qui sont contestés, bien entendu. Monsieur Araced, quand on parle, en tout cas nous, on a l'habitude d'utiliser l'autorité religieuse, on ne parle pas d'autorité religieuse officielle. D'ailleurs, on l'utilise même en France. Est-ce qu'en France, il y a une jurisprudence malikite ou hanbalite qui est appliquée dans les lois françaises? Non. Mais par contre, l'autorité religieuse, c'est celle qui permet à l'individu qui se soumet à Allah, il va venir sur un live ou dans l'espace public nous dire je suis contre
je ne sais pas, l'esclavage. On va sortir les textes religieux, il va dire ah, bah, je suis d'accord avec Allah et le prophète. C'est cette autorité-là Je dont on parle. comprends. Voilà. Bien sûr qu'on est arrivé à, c'est-à-dire à décortiquer un peu ces arguments. Par exemple, le débat qui a eu lieu sur la Modouana en 2024-2025, il y a eu plusieurs personnes qui ont fait le même travail que moi. Je cite Mohamed Abdelwahab Rafiqi, qui a une formation solide en la matière religieuse. Je cite Rachid Aylal, qui a présenté à l'instance de la réforme de la Modouana un petit livret où il a, c'est-à-dire exercé une force de proposition pour même cibler les textes qui doivent être réformés et comment les réformer. Je cite également Saïd El-Khal qui écrit de très bons articles dans le même sens. C'est-à-dire, il y a des intellectuels qui ont bien travaillé dans le débat public. Mais la réaction des autres, c'est quoi? Et là, vous allez comprendre que c'est-à-dire la force de notre discours, c'est qu'on arrive à décortiquer. La réaction des autres, c'est la violence verbale et c'est la menace. Ils ont parlé de l'harb al-ahliya, la guerre civile. Si jamais il y a la réforme de la Modouana, il va y avoir la guerre civile. Ils ont parlé d'une marche d'1 million de personnes, Messira Millionia, etc. Et puis les insultes de tous les jours et la diffamation. Ça, c'est une faiblesse. C'est-à-dire, ça prouve que ces gens-là manquent d'arguments. Parce que la manière dont on a essayé de s'attaquer au problème, c'est une manière qui essaye d'abord de clarifier pourquoi la jurisprudence musulmane a décidé ceci, c'est-à-dire ce qu'on appelle le tabrirat al-fiqhiyya, c'est-à-dire comment les fuqaha anciens ont justifié ceci ou cela. Quand on fait ce travail, on démontre justement que, c'est-à-dire tout le contexte n'est plus. Tout le contexte dans lequel les fuqaha anciens ont travaillé pour justifier, pour clarifier ou pour expliquer les versets de Coran ou les hadiths, tout ce contexte n'existe plus. Par exemple, la tutelle de la femme sur les enfants. Pourquoi la tutelle est masculine? C'est-à-dire c'est l'homme qui a la tutelle sur les enfants et non pas la femme. D'abord parce que la femme raisonne mal, c'est-à-dire un naqisatu aql, donc elle n'a pas les mêmes capacités de raisonnement que l'homme. Et qui est-ce qui peut dire ça aujourd'hui? Deuxième chose, c'est que la femme ne peut pas se mélanger avec les hommes, donc il reste à la maison, il ne peut pas avoir la tutelle sur les enfants, il ne peut pas gérer les affaires des enfants parce que ça va l'obliger à se mélanger avec les autres, avec les hommes. Et ça, ce n'est pas possible. La troisième chose, c'est que la femme ne connaît pas l'argent. Elle ne connaît pas les affaires économiques et les affaires de l'argent. Elle n'en connaît rien parce qu'il est à la maison. Voilà les trois arguments des fuqaha. Alors dites-nous s'il vous plaît, voilà comment j'ai posé la question. Dites-nous s'il vous plaît, expliquez-nous, est-ce que ces trois arguments tiennent toujours aujourd'hui? Ils ne répondent pas. Ils ne répondent que par les insultes. Et j'ai même fait une vidéo pour demander à Ben Kiran d'expliquer aux Marocains pourquoi il refuse la tutelle de la femme sur ses enfants. Il n'a pas répondu. Parce qu'il ne peut pas. Il peut pas dire aux gens c'est parce que le mar'a da'ifat al-aql ou naqisatu aql et parce que la yajuzu laha al-ikhtilat bil-rijal et parce que la khibrata laha fi al-amwal. Il ne peut pas dire ça parce qu'il a une fille qui a un doctorat et qui occupe un poste, c'est-à-dire de l'administration. Il a également des centaines de femmes, des milliers de femmes du PJD qui travaillent, qui sont dans les administrations, qui sont dans les banques, qui sont notaires. Alors, voilà la manière dont on a essayé de décortiquer un peu les arguments des islamistes pendant le débat. On a pris chaque question une par une de cette manière-là. Mais la réaction des autres, ça a toujours été la violence
verbal parce qu'ils n'ont pas d'argument. C'est pourquoi ils parlent d'Occident. Par exemple, Mustafa Al-Khelfi, qui était ministre de la Communication, pendant les 2 années du débat sur la Moudouna, il parlait des institutions internationales qui exercent beaucoup de pression sur le Maroc pour qu'il réforme la Moudouna. Il ne parle jamais de la pression de l'intérieur. Il ne parle jamais des centres d'écoute où la femme rurale vient pour expliquer ses problèmes, pour demander de la justice et pour se plaindre de sa situation. Voilà, donc quand il recourt à ces problèmes de l'Occident, c'est pour nous dire ce n'est pas un modèle. Vous qui voulez moderniser, voilà, l'Occident il est en crise. Donc, pas la peine d'aller de l'avant pour la modernisation et pour la laïcité. Alors, nous, on fait le contraire. On leur dit, alors au lieu de parler de l'Occident, venez parler un peu des chiffres et de notre réalité. Et ils fuient ce débat. Ce genre de débat, ça ne les arrange pas. C'est pourquoi ils essayent de diaboliser un peu l'Occident pour ne pas parler de notre réalité. Voilà, j'ai cité quelques noms seulement, et puis j'ai donné une petite idée sur la manière dont on débat des détails, parce que les démons, ça réside dans les détails. Et quand on s'attaque aux détails, il y a une montée de violence verbale, beaucoup plus. Quand on parle de généralité, il n'y a pas de problème. Mais quand on s'attaque c'est-à-dire aux détails des textes et de la pensée religieuse, là, il y a beaucoup plus de violence parce qu'ils n'arrivent plus à avancer dans le débat. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à mes questions. Merci, Agnoslim. Je vous souhaite une bonne continuation à vous. Et merci, Cassis. Bonne nuit, bonne soirée. Merci à vous également. Bonne nuit, Cassis. Au revoir. Bonne soirée. Agnoslim, si tu me permets, avant de faire la passe à Jack ou à Isaac, nous, avec notre petite expérience, en tout cas en termes de débat, il y a un truc auquel je crois profondément, c'est l'art du contraste. Et même si on peut estimer que certains arguments ne nécessitent pas de réponse de notre point de vue ou du point de vue de la réalité, malgré tout, par exemple, je me souviens de ce débat face à Talal Al-Hlou. À un moment donné, votre argument était, regardez, aujourd'hui, les filles ont de meilleurs résultats au bac. Et il a dit quoi? Justement, c'est le côté conservateur et le fait qu'elles aient moins de liberté que les garçons, c'est ce qui leur permet d'avoir de bons résultats. Et du point de vue d'un croyant qui a malgré tout des relents conservateurs, qui est encore sous l'emprise de ces textes, il va dire quelque part il a raison. Mais voilà. n'oubliez pas que j'ai réagi pour corriger. Tout à fait. En lui rappelant que tout à fait au contraire, les filles réussissent beaucoup plus leur scolarité pour avoir une indépendance économique et pour avoir un pouvoir économique pour échapper à la tutelle masculine. Et c'est ça, c'est le vrai argument valable et réaliste. Voilà. Alors, merci. On n'a pas encore, voilà, on arrive à 2 heures maintenant, mais on n'a pas encore abordé le sujet du contexte occidental, c'est-à-dire. C'est pas grave, on y arrive, on va y arriver. De l'islam en Occident. Et je crois que on a besoin de beaucoup plus de temps pour essayer de. Après, ça dépend de vos disponibilités, Monsieur Rassid. Le problème, justement, c'est que j'ai un autre live à 22h. Ah, ok, c'est déjà 22h en plus. J'ai un live d'1 heure, de 22h à 23h. D'accord, ok. Avec qui? Avec Mohamed Abdoulah? Non, mon live quotidien. Ah, d'accord. Parce que hier, j'ai dit aux gens qui ont posé des questions auxquelles je n'ai pas
eu l'occasion de répondre. J'ai dit demain, je vous répondrai. Donc, voilà. Ils peuvent venir, on les invite, on leur envoie un message sur la chaîne, ils viennent ici et vous répondez aux questions. Ah, je sais pas. Non, je ne sais pas. Jack, peut-être, si tu as envie de réagir ou un truc comme ça, je ne sais pas. Ou Isaac. Azul. Avant de. Ouais, je sais pas. Désolé. Je sais pas s'il a le temps ou pas. S'il n'a pas le temps, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Vous avez le temps, monsieur Raced? Un petit peu? Il me reste 1 minute. Il reste 1 minute. Ah, ok. Ah, ça, c'est pour la prochaine. Mais on peut programmer une autre rencontre avec plaisir. C'est-à-dire, je serai disponible pour une autre rencontre de 2 heures pour continuer notre débat, et notamment l'islam dans un contexte d'une société occidentale. J'ai travaillé sur le sujet, j'ai publié des articles concernant l'islam d'Europe, et donc j'aimerais bien continuer le débat et une autre rencontre. Voilà. Très bien, très bien. C'est dommage parce que j'ai noté plein de choses que vous avez dit sur lesquelles j'aurais voulu revenir. On va organiser ça. En fait, faute d'organisation, je n'ai pas précisé la durée de l'échange. Je pensais que c'était un peu libre et un peu ouvert. Et vu que c'était constructif et on a échangé sur beaucoup de sujets, à part le sujet de l'échange qui était déjà défini auparavant. Et écoutez, je vous remercie, monsieur Raced, je vous remercie Amir, Shana, Cassis, Isaac, tous ceux qui ont été présents dans le live. On va organiser une autre live. Et on va organiser une autre fois un autre échange. Merci à vous également, merci à vous et à Amir, Shana et tout le monde. Et j'espère vous revoir bientôt. Merci beaucoup. Agnoslim porte un feu.